Un pay-per-view qui avait lieu à Chicago, Illinois. On se demande qui est allé en enfer et qui en est sorti vivant. Salut à tous, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats de Hell in a Cell 2022, le dernier pay-per-view de la WWE qui a eu lieu cette nuit sur le WWE Network. Donc pour ceux qui étaient présents sur le WWE Network ou encore sur la chaîne YouTube de la WWE pour le kick-off, et bah vous avez attendu pour rien, je suis désolé pour vous. Parce que en effet, depuis WrestleMania, la WWE nous fait peut-être un kick-off, mais il y a 0 match à la clé. Donc on va partir sur les 7 matchs qui nous ont été annoncés par la WWE. D'ailleurs vous allez voir quand même que la répartition du côté de la WWE n'est pas folle. Car en effet, on part avec 6 matchs du côté de Raw contre un seul match du côté de SmackDown. Et bien sûr, dans ces combats, il n'y aura que 2 ceintures qui seront défendues. Donc les titres en question sont ni plus ni moins que le titre féminin de Raw et le titre de champion des États-Unis. Oui, à noter bien sûr que notre cher champion incontesté Roman Reigns n'est toujours pas présent pour défendre ses titres universels et WWE. Et bien sûr, ses cousins et champions tag team unifiés les Usos ne sont également pas présents pour défendre leur titre. On a Ronda Rousey qui connaît le visage de sa challengeuse qui est ni plus ni moins que Natalya ne sera pas également pour défendre son titre féminin de SmackDown, contrairement à Bianca Belair qui elle va devoir se taper un triple menace pour Hell in a Cell. Et bien sûr, ma plus grosse déception, c'est bien sûr notre champion intercontinental Ricochet qui n'est même pas là pour défendre son titre face à un certain Gunther. Oui, WWE nous a annoncé lors du dernier épisode de SmackDown que Ricochet affrontera Gunther à SmackDown. Bref, on passe à la carte principale. Et donc, on va commencer ce pay-per-view Hell in a Cell avec l'opener. Et donc, la WWE a décidé de mettre en opener pour Hell in a Cell le match triple menace opposant d'un côté la championne Bianca Belair face aux challengers Becky Lynch et Asuka. Et d'ailleurs, une Becky Lynch qui a une tenue assez folle. On se demande d'ailleurs avec qui dans la vie privée. Vous savez tous très bien qu'il s'agit de Seth Rollins. Et déjà, à noter quand même que ce match a une aura très particulière. Parce que, en effet, je vous rappelle, mes chers amis catch addicts, qu'à la base, Bianca Belair devait affronter Naomi et qu'on allait se diriger probablement sur un match opposant Asuka et Becky Lynch pour Hell in a Cell. Mais bon, vous avez vu ce qui s'est passé, on a Naomi et Sasha Banks qui ont pété un câble, qui ont quitté Raw en plein show, ce qui fait que nous avons eu dans un premier temps Asuka qui a obtenu son opportunité, et la semaine d'après, on a eu Becky Lynch. Donc ce qui fait que nous avons ce fameux match triple menace à Hell in a Cell. Mais bon, à noter que cet opener était tout simplement une dinguerie. Parce que là, très clairement, on a 3 des meilleures catcheuses du côté de Raw pour le moment. Car en effet, nous avons dans un premier temps Asuka qui revient quand même d'une longue blessure et qui est vraiment au top niveau actuellement. On a de l'autre côté une Becky Lynch qui a perdu son titre féminin de Raw face à Bianca Belair lors de WrestleMania. Donc elle est vraiment au fond du trou. Et elle cherche donc à remonter ce fameux trou pour redevenir championne du côté de Raw. Et de l'autre côté, on a une Bianca Belair qui a récemment remporté le titre face à Becky Lynch et qui veut prouver à tout le monde qu'elle est une championne ultra dominante, une championne méritante du côté du show rouge. Donc ce qui fait que nous avons tous les ingrédients nécessaires pour une dinguerie lors de ce combat. Et donc bien sûr, je vous rappelle que dans ce combat, Becky Lynch est la heel. Donc c'est à dire que Becky Lynch va vraiment avoir un comportement de heel lors de ce match. Donc c'est à dire que Becky Lynch va profiter de toutes les opportunités pour tenter de remporter le combat et ainsi récupérer son titre féminin de Raw. Donc c'est à dire qu'à plusieurs reprises, Becky Lynch va voler le spot d'Asuka ou encore de Bianca Belair pour tenter de remporter le combat, sauf que malheureusement Becky Lynch n'y arrive pas. Et là où ça va être plus surprenant, là, nous allons avoir Bianca Belair qui va nous faire une Becky Lynch, c'est-à-dire qu'elle va profiter d'un moment pour saisir une opportunité et donc voler la victoire à Becky Lynch et faire le tomber sur Asuka. Et donc grâce à cette opportunité, Bianca Belair remporte le combat
et conserve ainsi son titre féminin de War. Donc en soi, comme je l'ai dit, le match était une dinguerie, mais il y a quand même un point négatif sur ce combat. Donc en effet, comme je viens de vous le dire, et c'est vrai que c'était ma crainte lors du Jimbo Gnostic, c'était que Asuka prenne le tombé. Donc après, d'un autre côté, c'est assez compréhensible du côté de la WWE, car actuellement du côté de War, Becky Lynch est à seuil I crédible du côté du show rouge. Bon, après, je suis d'accord qu'il y a Nikki H ou encore Doudrop, mais elles sont pas du tout crédibles. Et nous avons actuellement Rhea Ripley qui a récemment fait un hit turn, qui va commencer à gagner petit à petit des niveaux, accompagné bien sûr de Josh Monday. Ce qui fait qu'avec le temps, on pourrait peut-être avoir Rhea Ripley qui sera une I hyper dangereuse, qui pourra aller pourquoi pas confronter Bianca Belair dans le futur pour le titre de War. Donc ce qui fait que c'était entièrement logique de la part de la WWE de mettre Asuka dans le tombé final dans le but de protéger Becky Lynch. Sauf que le problème, ça m'énerve un petit peu parce que le problème c'est que Asuka est vraiment revenue au top niveau, elle nous a fait un excellent match. Sauf que le problème c'est qu'on sent que la WWE n'a toujours pas confiance en Asuka. Alors qu'il faut quand même pas oublier qu'Asuka a une sacrée série d'invincibilité du côté de la WWE. Mais bon, et la question qu'on peut se poser, c'est quelle va être la suite pour les 3 catcheuses. Donc déjà d'un côté pour Becky Lynch, je pense que la WWE va capitaliser sur le fait que Becky Lynch veut à tout prix redevenir championne de War. Et je vous rappelle que le prochain pay-per-view c'est Money in the Bank. Donc on pourrait avoir pourquoi pas Becky Lynch qui veut absolument obtenir une opportunité pour devenir une nouvelle fois championne de War. Elle pourrait pourquoi pas aller se qualifier pour la mallette féminine à Money in the Bank. Bon, bien sûr, je tiens quand même à vous rappeler que la WWE nous a lancé un tout nouveau concept du côté de Money in the Bank, mais comme actuellement on n'a aucune information par rapport à ça, donc en parlant de Money in the Bank dans cette vidéo, je vais me baser sur ce qui se passe en règle générale à Money in the Bank, c'est-à-dire les matchs pour les mallettes. Du côté de Bianca Belair et d'Asuka, je verrai peut-être pourquoi pas la WWE organiser un match retour entre ces deux catcheuses lors de Money in the Bank. Donc c'est à vous mes chers amis catch addicts, quel scénario vous verrez pour les 3 catcheuses. Et moi pour être honnête, si je devais noter ce combat, je mettrais un très beau 9 sur 10 pour cet opener. La WWE a fait un excellent choix. Allez, on passe au match suivant. Un match handicap, pas si handicap. Et donc mes chers amis catch addicts, on passe au deuxième combat de la soirée et ce match n'est ni plus ni moins que le match handicap opposant d'un côté Omos et MVP face au tout-puissant Bobby Lashley. Et donc juste avant le combat, on a eu une séquence dans les vestiaires où Cedric Alexander a proposé ses services à Omos et MVP pour les aider dans le combat en transformant plus ou moins ce match handicap 2 contre 1 en match handicap 3 contre 1. Mais bon, vous pouvez vous en douter que MVP et Omos ont tout simplement refusé la proposition de Cedric Alexander. Donc on peut supposer que Cedric Alexander ira pointer le bout de son nez lors de ce combat. Et donc on va passer au combat. Bon, déjà dans un premier temps, la rivalité entre les deux catcheurs n'était pas ouf. Donc ce qui fait que j'avais pas beaucoup d'espoir par rapport à ce combat. Et vous allez voir que j'avais entièrement raison. Car en effet, comme tous les matchs précédents opposant Omos et Bobby Lashley, Omos a l'avantage niveau physique par rapport à Bobby Lashley. Donc ce qui fait que Bobby Lashley a énormément de mal face à Omos. Donc bien sûr, grâce à cet avantage physique d'Omos, MVP peut également en profiter de cet avantage pour se venger de Bobby Lashley qui, selon lui, il a écarté, il a tout simplement viré après que MVP ait mis en avant qui ait donné le titre de champion de la WWE. Mais bon, Bobby Lashley au bout d'un moment parvient à se réveiller et à reprendre l'avantage durant le combat, mais vous allez voir qu'on a une séquence à la Braun Strowman. Car en effet, il va y avoir un moment à l'extérieur où Omos va se mettre à courir et il va faire passer Bobby Lashley à travers les barrières d'insécurité. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette séquence, pas vous ? Et donc suite à cela, on va passer au tournant du combat. Car en effet, au moment où Omos a l'avantage et s'apprête à en finir une bonne fois pour toutes avec Bobby Lashley, nous avons Cedric Alexander qui va intervenir pour sauver les fesses du tout-puissant Bobby Lashley. Mais après, certes, cette intervention va être de courte durée car Cedric Alexander va être rapidement accueilli par Omos et se faire balancer par-dessus la troisième corde. Mais cette intervention va permettre à Bobby Lashley
de porter un spear à Omos et écarter pendant le reste du combat. Mais bon, vous allez voir que le combat il va pas durer très longtemps juste après ça, car en effet Bobby Hashi va profiter que Omos se soit pris un spear en pleine tronche pour porter le Hortok sur MVP pour remporter le combat. Et donc Bobby Hashi remporte ce combat avec l'aide de Cedric Alexander. Donc après ça, on a une belle séquence à la fin du combat où nous avons Bobby Hashi qui va prendre une ceinture de champion de la WWE d'un fan et envoyer un message à Roman Reigns. Très clairement, avec ce qui vient de se passer, Bobby Hashi envoie un message à Roman Reigns en disant qu'il est maintenant prêt à le confronter pour les titres unifiés. Donc selon vous mes chers amis Catch Addict, est-ce que un match entre Bobby Hashi et Roman Reigns dans le futur vous attire énormément? Moi oui. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Cedric Alexander est intervenu à la fin du combat. Et donc un peu plus tard dans la soirée, on a Bobby Hashi et Cedric Alexander qui se confrontent. Et Cedric Alexander explique à Bobby Hashi que si il a fait ça, c'est pour eux deux, c'est pour Bobby Hashi et lui-même. Tout simplement, Omos et MVP, ils ont tout simplement viré. Et donc d'un autre côté, on a Bobby Hashi qui apprécie ce qu'a fait Cedric Alexander pour pouvoir se faire un nom, se faire une marque. Donc après, on peut espérer, pourquoi pas, la naissance d'une nouvelle équipe en les personnes de Bobby Hashi et de Cedric Alexander. On verra ça plus tard. On passe au prochain combat. Un match qu'on n'aurait jamais vu il y a 2 mois. Et donc là, on va passer au 3e match de la soirée. Le match opposant Ezekiel à Kevin Owens. Et c'est vrai que d'un autre côté, il y a 2 mois, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait eu cette confrontation entre Ezekiel et Kevin Owens. Car en effet, on a un Kevin Owens d'un côté qui joue très bien son rôle de heel, qui est vraiment persuadé à 200% qu'Ezekiel et Elias sont tous les deux la même personne et il va le prouver par n'importe quel moyen, que ce soit par un test au niveau des tests ADN ou encore au niveau des tests de mensonges. Et de l'autre côté, on a un Ezekiel qui veut prouver à tout le monde que ce n'est pas Elias, c'est Ezekiel, le petit frère d'Elias. Donc ce qui fait qu'on est vraiment intéressé par cette rivalité qui, c'est vrai, au tout début, je n'imaginais pas qu'on allait voir ça à Hell in a Cell surtout. Et donc on va passer au combat. Pour être honnête, c'est un très bon combat opposant Ezekiel à Kevin Owens. Après c'est vrai qu'au tout début j'ai eu extrêmement peur parce que Ezekiel a enchaîné dès le début avec un énorme coup de genou et sa descente du coude. Mais bon, plus de peur que de mal, Kevin Owens s'est dégagé. Et après cette séquence, on a vraiment un match plutôt correct entre Kevin Owens et Ezekiel. Mais surtout que durant tout le combat, on a vraiment Kevin Owens qui est persuadé à 200% que Ezekiel et Elias sont tous les deux la même personne et ce dernier va interagir avec le public. Ce qui fait qu'on a quand même une belle séquence avec Kevin Owens et ça j'adore ça. Mais à la surprise par rapport à mon Jim Bonostic où j'avais pronostiqué une victoire d'Ezekiel, c'est Kevin Owens qui remporte le combat avec son stunner. Donc après je suis assez curieux de voir la suite des événements entre Ezekiel et Kevin Owens, car en effet je suis impatient de voir du côté de Raw ce que va dire Kevin Owens par rapport à cette victoire sur Ezekiel. Est-ce que ce dernier va montrer que grâce à cette victoire il a prouvé à tout le monde qu'Ezekiel et Elias sont tous les deux la même personne? Ou est-ce qu'il faudra attendre un nouveau match entre les deux? Est-ce qu'on va avoir d'autres séquences fun du côté de Raw où Kevin Owens va tenter une nouvelle fois de prouver à tout le monde qu'Ezekiel et Elias sont deux personnes identiques et non deux personnes différentes? On verra ça du côté de Raw. Allez, on passe au prochain combat. Un match où le jugement commence. Et donc mes chers amis Catch Addict, on va passer au prochain combat. Le match à 6 mixte opposant d'un côté AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan face à The Judgment Day. Et d'ailleurs à noter une très belle entrée de Judgment Day, mais à noter également une toute nouvelle tenue pour Rhea Ripley. Et on a appris que cette tenue de Rhea Ripley est faite avec les moyens du bord, car apparemment Rhea Ripley n'avait pas reçu l'intégralité de sa tenue ailleurs pour Hell in a Cell, dont WWE a fait avec les moyens du bord. Mais ça reste quand même une très belle tenue pour Rhea Ripley.
Et de l'autre côté, on a un excellent groupe de babyface en les personnes d'AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan. Et vous allez voir que le combat, il va pas commencer de la plus belle des manières. Car en effet, dès le début, on a une bagarre opposant les deux équipes. Mais bon, après ça, tout revient en ordre et on commence ce combat par les femmes, c'est-à-dire Rhea Ripley et Liv Morgan. Mais vraiment, en soi, le match est tout simplement excellent entre les deux équipes, car on a d'un côté féminin, on a vraiment une Rhea Ripley qui a fait un très bon heel turn, qui en avait absolument besoin, et qui se présente comme la future menace pour Bianca Belair. Mais de l'autre côté, on a quand même une Liv Morgan qui revient, et qui veut montrer à tout le monde que le projet Liv Morgan n'est pas encore enterré. Mais à noter quand même qu'il ne faut pas oublier, mes chers amis catch addicts, que cette rivalité est avant toute chose une rivalité opposant AJ Styles à Edge. Donc on a d'un côté un AJ Styles qui fait vraiment un excellent travail en mettant notamment Damien Priest en avant. Et de l'autre côté, on a un Edge qui, tout comme AJ Styles, met les jeunes en avant. Bien que ce dernier ait un temps de ring moins important qu'AJ Styles durant le combat, et bah Edge il fait largement le travail. Ce qui fait qu'on a un excellent match. Mais bon, à noter quand même qu'on a beaucoup de catcheurs et de catcheuses dans le ring. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, ça va partir en baston général où tout le monde va apporter sa prise de finition sur les autres. Et donc on va se trouver avec ce segment final où nous avons Finn Balor qui va affronter Edge. Et donc on a un Finn Balor qui va prendre l'avantage sur Edge et qui va nous faire cette séquence habituelle où il va enchaîner avec son Sling Blade, son dropkick, pour enchaîner avec son coup de grâce pour le compte de 3. Mais nous avons Rhea Ripley qui s'interpose et qui fait bouclier pour protéger Edge. Et comme on sait que Finn Balor est babyface, il ne va pas s'en prendre à Rhea Ripley. Et c'est donc normal que ce soit Liv Morgan qui s'occupe de Rhea Ripley pour laisser le champ libre à son partenaire Finn Balor pour remporter le combat. Sauf que malheureusement, grâce à cette distraction de Rhea Ripley, Edge a pu esquiver le coup de grâce de Finn Balor et enchaîner avec son spear pour le compte de 3. Donc nous avons The Judgment Day qui remporte le combat. Et d'un autre côté, on a Edge qui remporte la rivalité face à AJ Styles sur un score typique de France-Brésil 98, c'est-à-dire 3-0. Donc on peut se demander avec cette victoire quelle va être la suite de The Judgment Day. Donc pour moi très clairement, cette victoire de Judgment Day est assez logique vu qu'il s'agit du premier match officiel de Judgment Day lors d'un pay-per-view et surtout à la WWE. Donc pour moi, Judgment Day avait besoin de cette victoire car déjà dans un premier temps, il s'agit de leur premier match officiel à la WWE et la WWE veut les construire comme un clan heel, le clan top heel à la fédération, surtout du côté de Raw. Donc ils avaient besoin de cette victoire pour être construits très très fort, pour être vraiment une menace. Et de l'autre côté, malgré la défaite, j'ai quand même de l'espoir pour Finn Balor et AJ Styles principalement. Car en effet, on a eu de belles séquences avec Finn Balor et AJ Styles. Et franchement, j'aimerais bien, pourquoi pas dans le futur, les voir en équipe. Et pourquoi pas, encore plus loin dans le futur, aller challenger nos champions incontestés par équipe, les Usos. Qu'après, du côté de Liv Morgan, je pense que la WWE pourrait peut-être capitaliser sur le fait que le projet Liv Morgan n'est pas enterré. Pourquoi pas y a dirigé vers Money in the Bank et principalement vers le match de la mallette. Donc ça, on verra ça un peu plus tard, mais vous allez voir quand même, il y a un petit point qui vraiment m'a dérangé un petit peu. Car en effet, lors de mon diagnostic, j'avais quand même un petit peu d'espérance par rapport à ce match, notamment pourquoi pas un hit turn de la part de Finn Balor. Mais bon, on n'a pas eu ce hit turn de Finn Balor, où on n'a pas eu encore donc déjà dans un premier temps on n'a pas eu le hit turn de Finn Balor et dans un deuxième temps on n'a pas eu une autre intervention d'un potentiel membre de The Judgment Day. Donc pour moi d'un côté c'est assez bon parce que c'est vrai, je pense que ça aurait fait un peu trop répétitif d'avoir toujours des interventions d'un nouveau membre de Judgment Day pour sauver Judgment Day, parce qu'il faut pas oublier quand même qu'à WrestleMania c'est Damien Priest qui a sauvé Edge et lors de WrestleMania Backlash c'est Rhea Ripley qui a sauvé Edge. Donc petit à petit, on a eu des nouveaux membres dans The Judgment Day, donc il fallait quand même un petit peu casser les codes. Donc c'est une victoire clean qui va au profit de The Judgment Day, et j'espère que Judgment Day va gagner davantage de niveau du côté de Raw
pourrait être vraiment le clan hyper menaçant, avec peut-être pourquoi pas une confrontation dans le futur face à The Bloodline. Allez, prochain combat, un match intrus. Et donc on va passer au prochain combat. Et d'ailleurs, spoiler alert, je vous rappelle mes chers amis catch addicts, qu'il s'agit du seul match du côté de SmackDown. Nous avons Matt Catmos qui va affronter Happy Corbin dans un No Holds Barred match. Donc déjà, dès le début, dès l'entrée de Matt Catmos, on voit qu'il y a, c'est pas pour rigoler, c'est pas pour raconter des blagues à deux balles, il est là pour péter la gueule d'Happy Corbin. Et puis vu la stipulation, on sent que Matt Catmos va pouvoir s'en donner à cœur joie. Et puis on le voit rapidement dès le début du combat que Matt Catmos, il n'est pas là pour rigoler, il veut éclater Happy Corbin et ce dernier va commencer à utiliser des objets. Notamment, il va utiliser une chaise, mais ce dernier va également utiliser une chaise des commentateurs comme arme sur Happy Corbin. Et puis vous allez voir que les deux catcheurs vont en profiter de cette stipulation car ils vont se battre à l'extérieur, donc déjà dans un premier temps autour du ring, également au niveau de la rampe d'entrée, mais aussi un petit peu à travers le public. Mais bon, je tiens quand même à vous rappeler mes chers amis catch addicts que dans ce genre de stipulation, le tombé ou la soumission finale doit se faire dans le ring. Donc c'est sans aucune surprise qu'au bout d'un moment, Happy Corbin et Matt Catmos reviennent dans le ring. Mais bon, ça n'empêche pas Matt Catmos de se venger de son ancien partenaire, car ce dernier va littéralement lui donner un bon nombre de coups de chaise par vengeance. Mais bon, faut quand même pas oublier qu'Happy Corbin est quand même là pour battre Matt Catmos, donc il va tenter quand même de se défendre face à son ancien partenaire. Et surtout qu'à un moment donné, Happy Corbin a failli faire ce qu'il a fait il y a de ça quelques semaines à Matt Catmos, c'est-à-dire lui éclater la gorge avec une chaise. Mais la volonté de Matt Catmos de se venger de son ancien partenaire est beaucoup plus forte que la volonté de vaincre d'Happy Corbin. Et c'est donc un Matt Catmos qui va revenir dans le combat et qui va se déchaîner en utilisant les escaliers en acier et les chaises pour remporter le combat. Et donc Matt Catmos obtient sa vengeance et bat Happy Corbin. Donc après, la question qu'on peut se poser par rapport à la victoire de Matt Catmos, c'est quelle va être la suite pour ce dernier. Donc pour moi personnellement, je pense que Matt Catmos va faire comme il a dit il y a de ça quelques semaines, c'est-à-dire qu'il va se diriger vers la mallette Money in the Bank. Et d'un autre côté, ça pourrait être intéressant pour Matt Catmos, car je pense que grâce à cette victoire, il a entièrement quitté cette gimmick de Matt Catmos qui avec ses bretelles et qui raconte des blagues à deux balles, contre un Matt Catmos un petit peu plus sérieux et qui pourrait peut-être, pourquoi pas, d'ici quelques semaines, gravir les échelons de la WWE. Allez, on passe au prochain combat. Un match avec un local. Et donc maintenant, on va passer à l'avant-dernier combat de ce Hell in a Cell 2022. Nous avons d'un côté notre champion des États-Unis Theory qui va affronter Mustafa Ali. Et donc dans un premier temps, nous avons notre champion des États-Unis Theory qui arrive avec une tenue rappelant Captain America. Car en effet, Theory est le champion des États-Unis, donc ça reste logique qu'il soit habillé aux couleurs des États-Unis. Et de l'autre côté, nous avons un Mustafa Ali qui est quand même chez lui à Chicago, Illinois, dont ce dernier va porter une tenue référence à sa ville natale, c'est-à-dire Chicago. Et maintenant, on va passer au combat entre les deux catcheurs. Très clairement, c'est un très bon match entre les deux. C'était le match que j'attendais entre les deux catcheurs. Parce que à noter quand même que Theory profite à fond lors des derniers épisodes de Raw de son statut de protégé de Vince McMahon pour mettre des bâtons dans les roues de Mustafa Ali. Sauf que cette fois-ci, Theory, il ne peut pas s'en tirer avec des subterfuges, il est dans l'obligation de battre Mustafa Ali pour récupérer son titre de champion des États-Unis. Donc ce qui fait que nous avons un Theory hyper sérieux et qui veut littéralement écraser Mustafa Ali. Et d'ailleurs, à titre d'information, il s'agit de la première défense de titre de Theory lors d'un pay-per-view. Donc on pouvait supposer que Theory fasse ce con, mais absolument pas, il est très sérieux lors de ce combat. Bien que Mustafa Ali soit chez lui et qu'il soit animé par les fans, bien qu'aussi que Mustafa Ali va nous faire un truc de dingue, car en effet, nous avons Mustafa Ali qui va faire référence au plus grand champion des États-Unis de l'histoire, c'est-à-dire John Cena, mais également au pire ennemi de Chicago.
Donc c'est-à-dire que Mustafa Ali va porter la prise de soumission de John Cena, c'est-à-dire le STF, sur le champion des États-Unis, TOE. Donc est-ce qu'il s'agit d'un message pour le futur? Je pense que oui. Sauf que malheureusement pour lui, c'est TOE qui remporte le combat et repart de Hell in a Cell avec son titre de champion des États-Unis. Donc en soi, c'est un match plutôt correct entre les deux catcheurs, mais c'est vrai que pour être honnête, je m'attendais à un petit peu plus de leur part. Donc maintenant la question qu'on peut se poser, c'est quelle va être la suite pour les deux catcheurs. Donc pour moi, d'un autre côté, je pense que TOE, grâce à cette victoire, monte petit à petit. Donc pour moi, je pense qu'avec cette victoire, TOE monte petit à petit les échelons pour devenir vraiment un champion des États-Unis crédible. Et peut-être avec cette séquence qu'on a eue du STF utilisé par Mustafa Ali sur TOE, on peut imaginer pourquoi pas la WWE qui organiserait un potentiel match à SummerSlam opposant TOE à John Cena. Je pense à mon avis qu'on se dirige très bien vers cette confrontation. Donc pour moi, je pense qu'on se dirige très bien vers cette confrontation entre John Cena et TOE pour le titre de champion des États-Unis. Après, de l'autre côté, pour Mustafa Ali, malheureusement, je n'ai pas grand chose à dire. Reste à voir comment la WWE va s'en servir. Allez, on passe au main event. Un match d'enfer. Et donc maintenant, on va passer au main event de la soirée, mes chers amis catch addicts. Le seul match Hell in a Cell de la soirée, opposant Cody Rhodes à Seth Rollins. Et d'ailleurs, la question qu'on pouvait se poser connaissant Seth Rollins, quelle tenue il allait porter pour Hell in a Cell? Et bah c'est un Seth Rollins qui va arriver avec une tenue faisant rappel au papa de Cody Rhodes, le regretté Hall of Famer de la WWE, Dusty Rhodes, qui est également l'un des mentors de Seth Rollins. Car bien sûr, je vous rappelle qu'à l'époque où Seth Rollins était du côté de NXT, Dusty Rhodes, le papa de Cody Rhodes, était une des figures pensantes de NXT. Et de l'autre côté, on avait un Cody Rhodes où le doute était sur lui. Car en effet, la WWE, quelques heures avant Hell in a Cell, nous avait informé que Cody Rhodes s'était blessé lourdement à l'entraînement. Car en effet, la WWE a annoncé que Cody Rhodes s'était déchiré au niveau du pectoral droit. Donc bien sûr, au niveau de la storyline, la WWE a fait passer cette blessure par rapport à ce qui s'est passé lors du dernier épisode de Raw, où nous avons eu une bagarre opposant Seth Rollins à Cody Rhodes. Et c'est donc un Cody Rhodes qui va nous révéler une impressionnante blessure. Et donc bien sûr, on voit un Seth Rollins qui rigole, car il sait qu'il y a un avantage sur Cody Rhodes qui est blessé. Et bien sûr, c'est entièrement logique avec un Seth Rollins heel qui va profiter des avantages qu'il a, c'est-à-dire qu'il va utiliser tout ce qu'il y a à sa disposition pour frapper la blessure de Cody Rhodes. Mais bien sûr, c'est un Cody Rhodes qui se retrouve plus ou moins dans un match handicap, car ce dernier doit déjà avant tout affronter Seth Rollins dans Hell in a Cell, mais il doit aussi affronter sa douleur au niveau de son pectoral droit. Ce qui fait que nous avons un putain de match, je ne vous cache pas. Et là, il va y avoir une séquence que j'ai surkiffé, car nous avons Seth Rollins qui va dans un premier temps mettre la veste de Cody Rhodes, mais il va surtout nous dévoiler une ceinture personnalisée. Car en effet, il y a de cela 2 semaines, on avait Cody Rhodes qui avait offert sa ceinture à un fan, et un peu plus tard, Seth Rollins s'est servi de cette ceinture pour le frapper. Et c'est donc un Seth Rollins avec sa ceinture personnalisée qui va s'en prendre à The American Nightmare. Et il y a aussi cette autre séquence où nous avons Cody Rhodes qui va sortir une corde sur le ring, et cette corde avait une cloche à vache. Et donc Cody Rhodes va se servir de cette corde pour s'attacher à Seth Rollins, transformant temporairement ce Hell in a Cell en un Hell in a Cell strap match. Donc ce qui va rajouter de la violence dans cette confrontation. Et là on va avoir le tournant du match, car déjà dans un premier temps, on a Cody Rhodes qui va faire référence à l'un des mentors de Seth Rollins, Triple H, car ce dernier va dans un premier temps porter le pedigree, c'est-à-dire la prise de finition qu'utilisait à l'époque Triple H. Et autre référence à Triple H, on a Cody Rhodes qui va sortir le Sledgehammer, c'est-à-dire la massue qui était connue comme étant la meilleure amie de Triple H. Et donc Cody Rhodes va se servir de la meilleure amie de Triple H sur le protégé de Triple H, Seth Rollins, pour remporter le combat. Et c'est donc un Cody Rhodes
qui remporte ce Hell in a Cell match et qui remporte par-dessus marché cette confrontation face à Seth Rollins sur le score de France-Brésil 98, c'est-à-dire 3-0. Et donc franchement, malgré la défaite de Seth Rollins, pour moi personnellement c'est un excellent combat et Seth Rollins n'est pas vraiment perdant de ce combat. Car en effet, j'ai l'impression de revoir ce qui s'est passé lors du précédent Hell in a Cell match opposant Edge à Seth Rollins, bien que Seth Rollins ait perdu. Peu de temps après, on avait Seth Rollins qui combattait pour le titre mondial. Donc moi, je ne serais pas agréablement surpris que malgré cette défaite face à Cody Rhodes, Seth Rollins se relève et se dirige vers de plus hauts objectifs du côté de la WWE, peut-être pourquoi pas la mallette Money in the Bank. Et de l'autre côté, nous avons un Cody Rhodes qui remporte pour moi 2 combats, c'est-à-dire le combat face à Seth Rollins, mais également le combat face à la douleur. Bien sûr, je vous rappelle que, car bien sûr, Cody Rhodes est blessé, ce n'est pas une fake news, c'est vraiment la vérité. Cody Rhodes est venu à Hell in a Cell combattre avec une déchirure au niveau du pectoral droit, c'est-à-dire qu'il n'avait qu'un seul bras grosso modo pour affronter Seth Rollins. Donc après, j'en connais bien qui vont me dire « Mais Jimbo, c'est fake parce que la WWE n'aurait pas pris le risque de envoyer Cody Rhodes avec une telle blessure affronter Seth Rollins, surtout dans une telle stipulation qui est le Hell in a Cell. » Oui, en soi, je suis entièrement d'accord. Mais d'un autre côté, il y a quand même quelque chose à dégager de cette blessure. Car en effet, on a un Cody Rhodes qui, à la base, est face, et que grâce à cette blessure, grâce au fait qu'il affronte Seth Rollins avec cette blessure, est vraiment positionné comme super-héros à l'heure actuelle à la WWE. Et WWE a vraiment, grâce à cette confrontation, grâce à cette blessure de Cody Rhodes, de placer Cody Rhodes en tant que top face de la fédération, comme étant le top face qui ira affronter Roman Reigns dans le futur. Donc après, bien sûr, je pense qu'après, faut pas s'y attendre que Cody Rhodes va s'absenter pendant un moment, bien sûr, pour soigner cette blessure qui n'est absolument pas fake, je vous rappelle. Et puis surtout, c'est quand même assez chiant, ça je le cache pas. Même Cody Rhodes, il était en pleurs parce que c'est vrai que ça faisait chier. Il est de retour à la WWE après 6 ans d'absence et au bout de 2 mois, il est obligé de s'absenter parce qu'il est blessé. Bon, après, c'est le risque du métier, quand tu es catcheur, tu n'es pas à l'abri d'une blessure. Mais quand même, force à Cody Rhodes qui nous a quand même proposé un match de taré par rapport à ce qu'il y a en blessure. Sauf quand même, il n'y en a pas beaucoup de catcheurs qui pourraient aller affronter un catcheur qui n'est pas n'importe qui reste quand même Seth Rollins, qui reste quand même l'un des visages de la fédération, surtout avec une blessure aussi importante qu'il y a au niveau du pectoral droit. Et donc c'est pour ça que pour moi, pour être honnête, à l'heure actuelle, c'est le match de l'année du côté de la WWE. D'ailleurs, je ne serais pas agréablement surpris que ce match soit très clairement le match de l'année 2022. Mais bon, je vous réserverai mon top 5 de fin d'année. Et franchement, si je devais noter ce combat, oui, je suis d'accord, j'ai juste noté l'opener, j'ai pas noté les autres combats, je mettrais très clairement un gros 20 sur 10 sur cette confrontation, tout comme mon niveau de hype. Et franchement, je ne cache pas, c'était une dinguerie ce match entre Seth Rollins et Cody Rhodes. Bilan de Hell in a Cell. Et donc là, mes chers amis catch addicts, on va passer au bilan de ce pay-per-view qui est Hell in a Cell. Et bah très clairement, c'est un très bon pay-per-view dans l'ensemble. Donc après, je suis entièrement d'accord que nous avons le main event. Après, je suis entièrement d'accord que le main event c'est une dinguerie. Mais si tu retires le main event, le pay-per-view reste quand même bon. Car en effet, nous avons quand même un excellent opener avec le triple menace féminin. On a eu 2 matchs plutôt... On a eu quand même 3 matchs plutôt corrects avec d'un premier temps le match handicap. Le match opposant Ezekiel, nous avons quand même eu 4 matchs plutôt corrects avec dans un premier temps le match handicap. Le match opposant Ezekiel à Kevin Owens. Le match opposant Matt Catmos à Happy Corbin. Et le match pour le titre de champion des États-Unis. Après, nous avons eu un très bon match avec le match à 6 opposant AJ Styles, Finn Balor et Liv Morgan face à The Judgment Day. Donc ce qui fait que grosso modo, j'ai pas eu à me plaindre de ce pay-per-view. Il n'y a pas eu un seul moment où je me suis endormi. Bien au contraire, j'étais à fond lors de ce pay-per-view. Donc pour moi, si je devais noter ce pay-per-view, je mettrais un beau 8 sur 10 bien mérité. WWE a vraiment fait ce qu'il fallait. Surtout quand on voit que l'opener avait quand même eu des difficultés
au niveau de la construction, donc c'est un 8 sur 10 bien mérité. Après, la question qu'on peut se poser, c'est quelle va être la suite du côté de Raw. Parce que je pense que très clairement, on va avoir un Cody Rhodes qui va arriver et qui va parler de sa blessure au public. Et parler du fait que pour soigner cette blessure, il va devoir s'absenter pendant un petit moment. Mais surtout, c'est qu'on va avoir la route vers Money in the Bank qui va s'ouvrir. Donc on peut supposer qu'on va commencer par des matchs de qualification pour les matchs de la mallette masculin et féminin. Donc on peut supposer que lors du prochain épisode de Raw, on va commencer les matchs de qualification pour les mallettes. Et vous, mes chers amis catch addicts, si vous devez noter ce pay-per-view, combien allez-vous mettre? Je suis énormément curieux de connaître votre avis. Et voilà, c'est tout pour ces résultats de Hell in a Cell. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire mon cher ami catch addict, ça fait énormément plaisir et ça soutient à fond la chaîne YouTube. Bien sûr, je t'invite également à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos à venir. Et surtout, lâche un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir également à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour les résultats du Raw du lendemain de Hell in a Cell. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.